C'est ici, dans la maison de sa grand-mère où elle vit une partie de la semaine, qu'Alexandra Charlier a accepté de nous recevoir pour partager son histoire. Pour nous décrire le jour où sa vie a failli basculer. Le 8 février 2020, à la suite de sévères douleurs à la tête, cette étudiante liégeoise de 23 ans doit être admise à l'hôpital. Scanner, IRM, les examens s'enchaînent et le verdict est sans appel. C'est une thrombose. Quand je suis arrivée dans ma chambre d'hôpital, la première question que la neurologue m'a posée, c'est « Est-ce que vous prenez la pilule contraceptive ?» J'ai dit oui. J'étais en cours de plaquettes et on m'a dit « Vous arrêtez directement pour arrêter le massacre », on va dire ça comme ça. Et on vous a dit ça ? Oui. Pour arrêter le massacre ? Oui. oui. Qui vous dit ça ? La neurologue. Elle m'a fait comprendre que si on ne m'avait pas amenée à l'hôpital, ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves parce que ma thrombose était localisée à l'arrière de mon crâne et voilà, ça aurait pu toucher ma mobilité, ma vue. Vous êtes restée à l'hôpital combien de temps ? 10 jours. Le risque de caillots sanguins était bien indiqué sur la notice d'utilisation de sa pilule. Le document parle de 9 à 12 femmes sur 10 000 en moyenne concernées, un risque qualifié de faible. Non fumeuse, en bonne santé, impossible pour Alexandra d'imaginer ce scénario. Quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas de problème, on se dit toujours « Oh, c'est aux autres, c'est un cas sur 1000, un cas sur 100 000, pourquoi est-ce que ça m'arriverait à moi ?» Et au final, ça m'est arrivé à moi. Alexandra est en couple avec Nicolas depuis 3 ans. Suite à cette épreuve, Nicolas a voulu trouver une méthode pour partager la charge de la contraception. Quand je vois l'état dans lequel elle a été, c'est vrai que si j'avais pu intervenir ou que j'avais eu moyen de prendre un moyen de contraception, oui, j'y aurais réfléchi. Au moins qu'on ait eu l'option de choisir l'un ou l'autre, de le prendre. Même si ce moyen de contraception constituait un risque pour vous aussi ? Oui. Elle prenait des risques, j'en étais pas conscient, mais elle en prenait, donc je trouverais ça normal que j'en prenne autant. Je me suis quand même un peu renseigné, c'est vrai que j'en ai pas trouvé... Enfin, j'ai rien trouvé qui était équivalent, en tout cas, aux moyens de contraception féminins qui sont disponibles. Face à ce constat, c'est encore Alexandra qui doit aujourd'hui se résoudre à prendre un moyen de contraception. Un stérilet hormonal qui ne lui donne pas non plus entière satisfaction. Il y a plus de 60 ans, la pilule arrivait sur le marché, synonyme d'émancipation pour les femmes. Année après année, plus d'une dizaine de contraceptifs féminins ont été développés, mais dans cette évolution de la contraception, les hommes semblent avoir été oubliés. Pour eux, rien n'a changé. Il existe le préservatif et la vasectomie. Pourtant, la pilule pour hommes, on nous la promet depuis des décennies. Il y a un travail considérable pour trouver un contraceptif masculin. Mais rien n'est arrivé sur le marché. Ils ont tourné cela au ridicule. Un vrai homme ne veut pas voir sa sexualité attaquée. Une méthode alternative aux hormones a aussi été étudiée, un dispositif particulier a même été créé. C'est pas juste un slip avec un trou, c'est beaucoup plus que ça. Mais cet outil aussi n'est pas commercialisé. Nous, on veut d'ores et déjà surmonter les testicules. Petit à petit, la contraception masculine s'est développée en zone grise. L'outil, il est disponible sur le marché. Oui. Est-ce qu'il est reconnu par les autorités? Non. Pourtant, nous avons rencontré des hommes qui veulent contrôler leur fertilité, des couples qui cherchent à partager la charge de la contraception. Quand il me dit qu'il est d'accord, moi ça me soulage. Alors, où sont les blocages? Pourquoi cette zone grise? Faut-il arrêter d'espérer que la contraception masculine se développe enfin? Investigation à enquêter. Pour débuter notre enquête, on voulait en avoir le cœur net. On savait que cette pilule pour hommes, on en parle régulièrement, depuis très longtemps. Mais soyons honnêtes, en arrivant aux archives, on ne s'attendait pas à revenir plus de 40 ans en arrière. En 1978, cet éminent spécialiste de la reproduction y croyait déjà, dur comme fer. Une pilule pour hommes, elle n'existe toujours pas. Je crois avec confiance qu'on l'aura d'ici quelques années.
Et 25 ans plus tard, en 2003, même espoir, c'est pour bientôt. Je pense qu'il faut encore 5, mais peut-être 10 ans avant que cette pilule sera sur le marché. L'ironie, c'est qu'en 2021, la pilule pour hommes n'est toujours pas sur le marché. Mais rassurez-vous, on cherche encore. La contraception hormonale masculine à grande échelle est toujours à l'étude aujourd'hui, en phase expérimentale. Des centaines de volontaires sur 3 continents ont choisi de tester un gel contraceptif, un gel étonnant. Pour le découvrir, nous avons dû quitter la Belgique, vous emmener beaucoup plus loin en Europe et enchaîner les kilomètres, direction la Suède. Nous avons dû nous enfoncer dans le pays pour atteindre la localité de Gnesta. Et c'est là, devant leur jolie maison jaune, que nous rencontrons Jay et Amanda. Ils sont en couple depuis plus de 5 ans. Ils participent à l'étude. Pour nous faire découvrir la méthode, Jay nous invite à le suivre ici, dans la salle de bain. Cela fait partie de mon rituel chaque matin. Je mets un peu de gel dans une main, et puis dans l'autre main. Ensuite, j'applique ce gel sur mes épaules, pendant 5 à 10 secondes pour qu'il soit totalement absorbé. C'est très facile, très rapide et très propre. C'est aussi facile que ça. Jay a appliqué ce gel hormonal tous les matins pendant plus d'1 an et demi pour faire baisser sa production de spermatozoïdes. L'étude vise aussi à évaluer les effets secondaires. Parfois, pas toutes les nuits, mais certaines nuits, je me réveillais avec des sueurs froides. J'avais le corps froid. Et puis, cela changeait durant la même nuit. Je me réveillais ensuite avec le corps chaud et trempé de sueur. Jay affirme qu'il ressentait globalement la même chose que sa compagne quand elle prenait la pilule. Prenait, car Amanda a arrêté tout contraceptif pendant que Jay utilisait le gel. L'efficacité du gel a été démontrée par des analyses de sperme. Ce partage de la contraception, ce couple en rêvait depuis longtemps. Quand nous avons reçu la réponse par email pour nous dire que nous étions retenus pour participer, c'était très... On était très enthousiastes. Oui, on était très enthousiastes. Ils ont dit qu'il y avait seulement 420 couples participants dans le monde, et quelques-uns en Suède. C'est donc une opportunité exceptionnelle. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la contraception. Une dizaine de centres de recherche en Europe, en Amérique et en Afrique suivent les 420 couples participants. En Suède, c'est le prestigieux institut Karolinska de Stockholm qui est en première ligne. L'endroit où on désigne chaque année le nom du prix Nobel de médecine. Kristina Gemzell Danielsson mène ici cette recherche. Elle est une référence mondiale dans le domaine de la reproduction. Voici l'endroit où nous conservons le gel. C'est aussi très important ici de mesurer la température. Il ne doit pas faire trop froid ni trop chaud. Et voici le trésor. Voici le trésor. Et nous devons le conserver sous clé pour une question de sécurité. Il contient de la nestorone, qui est un progestatif. C'est cela en fait qui bloque la production de spermatozoïdes. Mais ça fait aussi baisser le taux de testostérone et la production de testostérone. Ce qui signifie d'importantes baisses de libido, ce qui n'est pas très agréable. C'est la raison pour laquelle ce gel comporte aussi un apport de testostérone. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de surprise. Nous avons observé des effets secondaires qui étaient attendus, un niveau très faible d'effets secondaires et aussi un très haut taux d'efficacité. Nous n'avons eu aucune grossesse, ce qui nous fait plaisir. La méthode est réversible, mais le délai exact est toujours à l'étude. En tout cas, ce produit, Kristina Gemzell Danielsson y croit. Je pense que ça mérite un prix Nobel de la paix. Un prix Nobel de la paix? Je pense que ce gel le mérite, oui. Pourquoi? Ce serait quelque chose de positif pour la société. Voilà pourquoi je pense que ça mérite un prix Nobel de la paix. Les premiers résultats de l'étude devraient être connus dans 1 an.
Ensuite, elle insiste, il faudra absolument convaincre l'industrie pharmaceutique de financer la fin de l'étude, l'étape qui pourra mener à une mise sur le marché. L'étape suivante va demander qu'une société pharmaceutique prenne le relais. Pas d'autre choix. Non, je ne vois pas d'autre option, car il faut quelqu'un pour le mettre sur le marché. Personne d'autre ne peut faire les dernières étapes réglementaires qui sont nécessaires. Ils ont le pouvoir. Oui, ils ont le pouvoir. Si les résultats prometteurs se confirment et que l'industrie pharmaceutique s'y intéresse, il faudra attendre encore au moins 2028 avant que ce gel soit disponible pour le grand public. Et ça, c'est le scénario le plus optimiste. La crainte, c'est que l'histoire se répète. Car pendant notre enquête, nous avons découvert que beaucoup d'études prometteuses avaient déjà été publiées et puis abandonnées. Début des années 2000, des hommes ont même pris la pilule en Belgique et la recherche était financée par 2 sociétés pharmaceutiques. À l'époque, à Bruxelles, dans les laboratoires de l'hôpital universitaire de la VUB, une vingtaine d'hommes étaient volontaires pour y participer. L'un d'entre eux avait témoigné. Il devait prendre une pilule de progestérone par jour pour bloquer la production de spermatozoïdes et se faire en plus une piqûre par mois pour compenser la perte de testostérone. Il a été stérile pendant la période de test. J'ai pris cette pilule pendant 33 semaines. Ta vie sexuelle devient un peu périodique et cyclique. Donc la première semaine après l'injection de testostérone, j'ai eu beaucoup d'envie de faire l'amour, beaucoup de fantasmes et tout ça. Ça va encore la 2e semaine, mais à partir de la 3e semaine, oui, ça diminue et à la fin, la 4e semaine, c'était fini. Oui, maintenant je comprends mieux les femmes pour expliquer les sauts d'humeur. Moi, c'était pareil avec moi aussi. Nous avons retrouvé un des chercheurs qui a travaillé sur cette étude. Il s'appelle Herman Tournet. Il dirige aujourd'hui le Centre de la reproduction humaine de la VUB. Je m'en souviens très bien parce qu'on ne fait pas chaque jour une étude sur la contraception masculine. Cette étude était notamment financée par Organon, une entreprise pharmaceutique néerlandaise qui a ensuite été rachetée. La recherche a été menée dans plusieurs laboratoires européens sur 112 hommes au total. Résultat, un taux d'efficacité de plus de 90%. Mais l'entreprise n'a pas lancé la dernière phase, la phase 3, celle qui doit mener à la mise sur le marché. Si on voit la totalité qui a été publiée, oui, effectivement, on se demande pourquoi on n'a pas effectivement fait des phases 3 et tout ça. Ouais. À l'époque, vous aviez la vision du chercheur et vous vous disiez ce serait quand même bien de continuer. Oui. Les effets secondaires se résumaient à des changements d'humeur et une influence sur la libido, des effets globalement comparables à ceux de la pilule destinée aux femmes. Il faut être aussi honnête, des effets secondaires avec la pilule chez la femme, il y a aussi des effets secondaires. Et apparemment, c'est plus acceptable que chez l'homme. Vous avez le sentiment que c'est plus accepté chez la femme que chez l'homme? Apparemment, oui. Pendant notre enquête, nous avons retrouvé l'ancien responsable de la recherche et développement de l'entreprise qui avait financé ces études prometteuses. Il a depuis créé sa propre société ici, à Utrecht, aux Pays-Bas. À l'époque, il avait dû convaincre son conseil d'administration et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été facile. Le conseil d'administration d'Organon était composé uniquement d'hommes blancs, dans la cinquantaine. Quand je leur ai parlé de contraception masculine, la seule chose qu'ils ont faite, c'est se regarder les uns les autres en demandant « Tu ferais ça un jour ?» Et chacun répondait « Non, je ne ferai jamais ça. » Et c'était la fin de la discussion. Ils ont tourné cela au ridicule. Un vrai homme ne veut pas voir sa sexualité attaquée. C'était ça leur idée. Vous ne pouvez pas interférer avec la sexualité des vrais hommes. Mais je suis parvenu à les convaincre et nous avons fait cette étude. Faire évoluer les mentalités a été un de ses combats. Mais à l'époque, cela n'a pas suffi, les études ont été abandonnées. L'entreprise affirmait que faire une piqûre de testostérone, en plus de prendre une pilule, n'était pas une méthode assez pratique pour les hommes. Lui voit une explication supplémentaire.
C'est beaucoup plus intéressant de développer de nouveaux produits dans le domaine de l'oncologie, de nouvelles thérapies immunitaires, des traitements contre le cancer. C'est beaucoup plus intéressant que le domaine de la santé reproductive. Le rapport bénéfice-risque n'est pas favorable. Vous voulez dire financièrement? Oui. Vous n'aurez jamais des prix élevés. Vous avez besoin de vendre de très grands volumes pour être rentable. Vous ne croyez pas qu'un jour l'industrie pharmaceutique investira beaucoup d'argent pour développer une méthode hormonale de contraception masculine? Je serais surpris si cela se fait. Alors dans ces conditions, la contraception masculine hormonale aura-t-elle un jour un avenir? De retour en Belgique, direction Flémal, en région liégeoise. C'est là que se trouve le centre de production et de recherche de l'entreprise biotechnologique wallonne Mitra. Notre contact, c'est lui, Jean-Michel Foidard, gynécologue, cofondateur et aujourd'hui administrateur de la société. Ici, le cœur de métier, c'est la contraception féminine. Le gros dossier du moment, c'est le déploiement à l'international de Estelle, cette nouvelle pilule pour femmes à base d'estétrol, un œstrogène décrit comme naturel qui est utilisé pour diminuer les effets secondaires. Des années de recherche. Alors ici, ce produit, on en est très fiers. On a fait des génériques et puis maintenant on est dans une phase où on développe des produits originaux. Les gens ont besoin d'avoir des produits qui soient plus sûrs, moins dangereux et qui rencontrent les besoins des femmes. Vous l'aurez compris, ne cherchez pas dans ces couloirs de solutions de contraception masculine. Pourtant, si nous sommes ici, ce n'est pas un hasard. Nous avons découvert que Jean-Michel Foidard a aussi créé avec d'autres chercheurs le Consortium international pour la contraception masculine. Un réseau mondial qui s'engage à faire la promotion de ce type de contraception. Pour répondre à nos questions, nous avons frappé à la bonne porte. Sur le plan scientifique et sur le plan médical, nous avons suffisamment de données qui montrent que l'on pourrait tout à fait le réaliser et qu'on n'est pas très loin de pouvoir mettre sur le marché ce type de produit. Il confirme, la recherche est presque au point, à tel point que Mitra pourrait s'y intéresser. Mais il est franc, lancer les dernières études qui permettent une mise sur le marché coûte très cher et c'est le nerf de la guerre. Je vous promets que la contraception masculine ne sera pas oubliée, mais si vous me demandez mon avis, nous n'avons pas les ressources financières avant 2025, moment où le retour sur investissement de Estelle et de Donesta nous permettront d'obtenir des moyens suffisants. Les développements cliniques importants, ça c'est, vous arrivez et vous dites à votre conseil d'administration et à vos actionnaires, donnez-moi 100 millions d'euros. Et comme m'avait dit le précédent président du conseil d'administration, moi, président antérieur, je croyais qu'il y avait un petit monsieur qui avait de l'argent dans ma poche. Et je peux comprendre ça. Mais à un moment donné, il faut ne pas avoir peur d'aller de l'avant et d'innover. C'est l'intérêt des biotech et c'est la raison pour laquelle les biotech peuvent survivre, c'est qu'elles ont beaucoup plus de capacité d'innovation que les grosses multinationales. Ensuite, il faut une garantie, vendre le produit en très grande quantité. L'industrie pharmaceutique n'investira jamais tant qu'elle n'est pas sûre qu'un contraceptif masculin hormonal sera rentable. Le but d'une industrie pharmaceutique est effectivement d'assurer essentiellement la rentabilité financière de son organisation, comme dans toute entreprise. Dans ce contexte, difficile d'imaginer une solution de contraception masculine hormonale devenir rapidement disponible sur le marché. À moins peut-être que les pouvoirs publics donnent l'impulsion pour motiver les industriels à prendre aussi un risque financier. Vous vous souvenez de Jay et d'Amanda ? L'étude internationale sur le gel à laquelle ce couple participe en Suède est financée non pas par l'industrie, mais par le ministère américain de la Santé. Pour continuer notre enquête, nous avons laissé de côté les hormones. Nous nous sommes intéressés à une autre méthode décrite comme naturelle, la contraception masculine thermique. L'idée semble très simple, augmenter la chaleur des testicules de 2 degrés pour faire baisser la production de spermatozoïdes et rendre l'homme stérile de manière temporaire. Pour cela, il faudrait rapprocher les testicules du corps 15 heures par jour, 7 jours sur 7. La contraception serait alors efficace après 3 mois d'utilisation. Nous découvrons qu'un médecin du CHU de Toulouse, dans le sud de la France, a étudié cela pendant plus de 30 ans. Il
Il s'appelle Roger Mieuxet. Les organes génitaux des hommes sont différents de l'un à l'autre. Alors, nous avons pris la direction de Toulouse. Celle qu'on surnomme la Ville Rose. Une cité universitaire, trépidante, où les balades s'improvisent sur les bords de la Garonne. Un peu plus loin, son hôpital de référence. Derrière ces murs depuis des années, il existe une consultation spécialisée qui a de plus en plus de succès. Ici, une équipe aide les hommes à trouver une méthode de contraception réversible. Mais dans ces couloirs, ne cherchez pas l'énigmatique docteur Mieuxet. Son collègue direct, le docteur Delaunay, nous le confirme. Roger Mieuxet est très discret. Il n'est pas facilement accessible pour les médias. Exactement. Mais il l'est pour les patients. Boris Delaunay est urologue et sexologue. Il est aussi en première ligne pour conseiller les patients. Il nous explique que le docteur Mieuxet a développé un outil contraceptif pour les hommes. Le principe de la contraception thermique a été énormément développé au CHU de Toulouse, notamment via le docteur Mieuxet qui travaille depuis de très nombreuses années là-dessus. Et c'est lui qui a le premier créé le sous-vêtement contraceptif et qu'il a pu publier déjà des études qui montrent clairement que c'est efficace, que c'est très bien toléré et que c'est réversible surtout, ce qui est important pour une contraception. Ce sous-vêtement permet de remonter les testicules près du corps. Nous avions évidemment très envie de vous le présenter, mais la seule chose à laquelle nous avons eu accès, c'est le brevet de cette invention du docteur Mieuxet. Il n'y a que Roger Mieuxet qui a accès à ce slip contraceptif, donc je ne peux pas vous le présenter. Il n'y a que les patients qui en bénéficient qui peuvent voir ce sous-vêtement. Il essaye de le protéger au maximum et surtout, lui, il souhaite vraiment que ça soit encadré, que ça soit dans une prise en charge médicale, dans une prise en charge scientifique. Alors nous devons nous contenter de la photo. Ce slip, au look un peu daté, est aujourd'hui le seul dispositif de contraception masculine thermique dont l'efficacité et la réversibilité ont été validées par des études cliniques. Mais de petites études, sur quelques dizaines de patients seulement, âgés de 20 à 40 ans, et qui l'ont utilisé pendant maximum 4 années. Vous avez un slip finalement qu'on va trouver dans le commerce, donc c'est un slip standard, qui va être retravaillé après. C'est-à-dire que là, vous avez l'orifice par lequel va passer le pénis et la peau du scrotum. Les testicules vont donc remonter vers les aires inguinales ici, et vous avez ces bandes de renfort élastiques qui vont permettre de bien stabiliser les testicules au niveau des orifices inguinaux. Ça peut paraître un peu anecdotique quand on voit ce type de sous-vêtement, et pourtant il y a des années de travail. C'est vraiment des années de labeur là-dessus pour le développer, pour l'améliorer, pour le perfectionner et pour obtenir le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc oui, c'est pas juste un slip avec un trou, c'est beaucoup plus que ça. Ce sous-vêtement est d'ailleurs toujours à l'étude. Les patients qui l'utilisent sont encore suivis aujourd'hui dans le cadre d'un protocole de recherche. Ce slip n'est donc toujours pas reconnu officiellement, il est délivré uniquement au CHU de Toulouse, sur mesure, impossible de le trouver en pharmacie ou sur Internet. Alors, certains hommes se sont organisés. Nous allons nous en rendre compte à Toulouse. Dans cette petite maison se tiennent des apéros un peu particuliers. Là, regarde, tu vois, l'encoche, elle n'est pas vraiment pile en face. Et du coup, si c'est pas pile en face, le petit crochet, il peut pas rentrer dans le... Plusieurs fois par mois, Erwan Taverne met en place chez lui cet atelier couture. Comme le slip du CHU de Toulouse n'est pas disponible en dehors de l'hôpital, avec son association, il veut permettre aux hommes de copier le concept, de fabriquer leur propre sous-vêtement contraceptif grâce à une simple machine à coudre. Ce jour-là, c'est Guillaume qui est à la manœuvre. On a un super manuel qui a été fait par l'association et en fait il y a plein de différentes étapes où il faut aller faire des essayages, bien régler les bonnes mesures parce que toutes les morphologies sont différentes et c'est l'idée d'avoir quelque chose qui soit le plus adapté possible. C'est un peu une réappropriation du corps aussi. Et les chaussettes, ça sert à quoi ? Les chaussettes, ça permet de faire l'anneau. En fait, c'est une chaussette, c'est les chaussettes d'enfant. On coupe à cette partie-là. Et en fait, on va récupérer le manchon, quoi. Et on va le rouler. On va le plier en trois. Et après, on va passer le cordon au milieu et on va coudre. Et ça va nous faire un anneau comme ça qu'on peut ajuster, en fait. Et cet anneau, une fois porté, ça se porte comment ?
L'anneau, il va être cousu du coup dessus, à ce niveau-là à peu près. Et pendant 3 heures, Erwan va inonder ses invités d'informations sur la méthode thermique. Les testicules n'ont pas la place de passer parce qu'il y a déjà la verge qui occupe tout l'espace dans l'anneau. Et donc ça les oblige à remonter pour venir se mettre là ici à la racine de la verge, juste au-dessus, derrière les poils pubiens. Dans son salon ce jour-là, Mehdi, Daniel, Marin et sa compagne Guillemette assistent à l'atelier pour la première fois. Je peux regarder certaines vidéos sur Internet, mais bon, ça reste une vidéo sur Internet. Donc je préfère venir ici de première main, de croiser vraiment les gens, d'être vraiment face à face et voir. Et de voir ce slip. Clair, de le voir et de le tester. Choisir les modèles. Celui-là pour l'été, je trouve que c'est cool, non? Frais, léger. Ces sous-vêtements ne sont pas reconnus et n'ont fait l'objet d'aucune étude spécifique. Mais face au manque de solutions de contraception masculine disponibles, coudre son slip est devenu une alternative pour certains hommes très motivés. Si ça a du mal à bouger au niveau des institutions, nous, on veut d'ores et déjà se remonter les testicules. On coud les dispositifs dont on a besoin. On propose aux gens de venir aux ateliers pour fabriquer le dispositif, mais aussi pour les accompagner, répondre à toutes leurs questions et leur faire mesurer les enjeux qu'il y a autour de tout ça. Nous, on ne se substitue pas aux professionnels de santé, on accompagne des gens qui veulent trouver leur autonomie. Mais à leur propre risque. De toute façon, aujourd'hui, il y a encore des vrais inconnus qui existent. Il faut que les gens soient conscients de ça. En France, ces ateliers couture sont de plus en plus nombreux. De fil en aiguille, ces militants sont devenus de fait des référents aux yeux des hommes en recherche d'informations sur la contraception masculine. Et cette association ne vend rien, chaque participant est libre de faire un don avant de rentrer chez lui. De retour en Belgique, nous avons rencontré un jeune homme lui aussi séduit par la contraception masculine thermique. Jules Brunel est bruxellois. Il n'a pas cousu lui-même son sous-vêtement, il a décidé d'utiliser un autre outil, un anneau en silicone. Il a accepté de nous le présenter dans l'intimité de sa chambre à coucher. Donc je passe d'abord mon pénis dans l'anneau et puis je vais tirer délicatement la peau des testicules. Je remonte d'abord un premier testicule et je m'assure qu'il reste bloqué avec l'anneau, donc en tirant davantage la peau de ce côté-là. Et puis ensuite, je passe de l'autre côté où je remonte mon testicule. Les testicules de Jules sont remontés contre son corps à hauteur de l'aine, dans cette position. À cet endroit, leur température augmente. Jules doit aussi garder cet anneau 15 heures par jour, 7 jours sur 7, pour espérer une efficacité qui doit être régulièrement surveillée en faisant des analyses de sperme. Étant donné que je dois le porter 15 heures par jour, je l'ai tout le temps en tête. Donc je fais attention à le mettre le matin. Avant de partir, je vérifie que je le porte bien. Et puis au cours de la journée, quand je vais aux toilettes par exemple, je vérifie qu'il est bien mis. Jules est en couple depuis près de 5 ans avec Margot. Autant d'années pendant lesquelles la jeune femme a essayé plusieurs méthodes de contraception hormonale qui, selon elle, étaient devenues difficiles à supporter. Moi, mon problème, c'était vraiment en termes de libido et de désir sexuel. Dans un couple, le désir sexuel, c'est quand même quelque chose qui nous lie. Et c'est étrange de pas ressentir ça vis-à-vis de son compagnon. En tout cas, de ne pas le ressentir dans son corps. Et donc, c'était une plainte que j'avais vis-à-vis de ma contraception à moi. Le jeune homme voulait absolument soulager sa compagne. Après avoir consulté un médecin bruxellois, il a découvert que l'anneau était vendu sur Internet. Il l'a acheté en un clic. Après 3 mois d'utilisation, des analyses de sperme ont montré que Jules était bien stérile. Margot a donc décidé de faire confiance. Elle a arrêté totalement sa contraception. Maintenant que tout a changé, étant donné que c'est moi qui ai la charge, on va dire, de cette contraception, enfin de la contraception de notre couple. Comme de mon côté, j'ai aucun effet secondaire et que ça n'influe pas du tout sur justement ma libido, on a finalement une relation beaucoup plus, je dirais, naturelle finalement. On s'écoute davantage et nos corps répondent, on va dire, quand nos esprits convergent. Voilà. C'est une belle manière de dire. Jules nous l'a dit, il n'a pas le sentiment de prendre plus de risques que ceux que sa compagne prenait avec sa pilule. Mais il sait que cette méthode n'est pas officiellement reconnue, que les études manquent et qu'un suivi médical est indispensable.
C'est ici, au bloc opératoire du CHU Saint-Pierre à Bruxelles, que nous rencontrons le médecin qui suit Jules dans sa démarche contraceptive. Moi, je suis gynécologue de formation, donc je fais des accouchements, je m'occupe de la fertilité, je prends en charge, j'ai des interventions chirurgicales également et des consultations. Et donc, mais petit à petit, depuis une bonne année, il y a eu une demande qui s'est présentée aussi de la part des hommes, qui est de prendre en charge leur contraception. Il a donc décidé de lancer une consultation spécifique en contraception masculine au début de l'année. Tous les mois, Daniel Murillo reçoit une dizaine de nouveaux patients, souvent des jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans, séduits par la méthode thermique. C'est assez étonnant de voir qu'une technique sans médicaments est aussi efficace. Ce gynécologue doit aussi rappeler à ses patients que nous sommes dans une zone grise, que des inconnus subsistent. Il détaille les contre-indications, procède à un examen génital, analyse la qualité du sperme. Si vous avez déjà un sperme qui est anormal au départ, peut-être qu'on va aggraver une situation avec le port de cet anneau thermique ou de ce slip thermique. Donc il faut être prudent, et c'est pour ça qu'on conseille d'avoir un suivi médical. Mais pour bénéficier de ce suivi, chaque patient doit signer ce document. Un consentement éclairé qui atteste que le médecin lui a bien donné une série d'informations sur la méthode thermique. Le docteur Murillo présente aussi une note spécifique sur le cancer des testicules. Ça veut dire que le risque de cancer est accru en utilisant cette méthode ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas. Personne n'a jamais étudié ça. C'est un risque. Ça peut effectivement être accru, mais peut-être pas. Parce qu'on s'adresse ici à des hommes normaux, qui ont des testicules qui sont normalement descendus, qu'on réchauffe pendant effectivement 15 heures par jour, pendant 4 ans grand maximum, et peut-être qu'il y a un risque. Mais il faut faire des études pour le savoir, sinon on ne le saura jamais. Dans ce contexte, ce gynécologue ne veut pas laisser les hommes seuls face à des outils fabriqués à la maison ou achetés sur Internet. On préfère faire un suivi, leur proposer un suivi médical, même si on ne peut pas leur promettre toute la sécurité qui est nécessaire, que les laisser à eux-mêmes et de faire parfois pire que bien. Daniel Murillo a donc aussi décidé de lancer une étude avec les patients qu'il suit pour tenter de mieux connaître les zones d'ombre qui subsistent. L'anneau en silicone, à peu près 1000 personnes l'utilisent aujourd'hui en Belgique. Son inventeur, Maxime Labritte, un Français, a contribué à rendre la contraception thermique plus visible en présentant souvent son anneau dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cette seule vidéo a été vue près de 3 500 000 fois. Nous l'avons rencontré à Bruxelles. Dès son arrivée, cet infirmier de formation se lance dans la démonstration en plaçant l'anneau sur un postiche qui simule le pénis et les testicules. Ça fait pas mal, la personne peut se blesser, aller faire du sport, etc. Ça ne change rien. Il affirme avoir créé cet anneau d'abord pour lui-même, pour faire face au manque de solutions de contraception masculine disponibles. Mais depuis lors, il a décidé de le vendre sur Internet, et cela sans autorisation. L'outil, il est disponible sur le marché. Oui. Est-ce qu'il est reconnu par les autorités? Non. Est-ce normal? Oui. Parce que aux yeux des autorités, ça pose question. Ah ben bien sûr. Et c'est pour ça que je dialogue perpétuellement avec les autorités et les réglementations pour justement leur rappeler que le travail que je fais doit être accompagné et doit être intégré aussi dans une forme de réglementation. Pour en savoir plus, nous avons contacté l'autorité belge en charge des médicaments et des produits de santé. Sa réponse est très claire. Cet anneau est décrit comme un contraceptif. Il tombe dès lors sous la définition du dispositif médical. Il n'est cependant pas mis sur le marché avec ce statut et ne possède pas le marquage CE obligatoire. Mettre un dispositif médical sur le marché en Europe sous un autre statut est bien entendu illégal. La validation par les autorités, c'est la garantie qu'un dispositif médical est conforme et qu'il répond aux exigences de sécurité. Au moment de notre tournage, Maxime Labritte n'avait pas fait les démarches obligatoires pour faire valider son anneau. Les dossiers réglementaires et les essais cliniques, ça coûte très cher. Ce n'est pas fait pour le commun des mortels. C'est fait pour des lobbies pharmaceutiques, parce que ça a été designé, ces réglementations européennes, par des lobbies pharmaceutiques, pour des lobbies pharmaceutiques. Donc l'idée, c'est d'avancer ensemble, de montrer que collectivement, il y a une pression sociale, une vraie demande. Il affirme avoir vendu 8000 anneaux à 37 € pièce,
Un total de ventes de 296 000 €. Votre démarche aujourd'hui, c'est une démarche militante. Activiste. C'est plus que militant. C'est-à-dire ? C'est de l'action directe. C'est de l'action directe, ce que je propose. De l'action directe, ici en dehors du cadre de la loi. Alors, que faire ? Au CHU de Toulouse, là où on suit de près les évolutions de la contraception thermique, on insiste. Pour faire face à la demande, il est urgent de voir arriver sur le marché un dispositif étudié et validé. Le problème, c'est que ce qui est accessible pour le grand public n'est pas du tout reconnu aujourd'hui sur le plan scientifique. L'homme qui va fabriquer son propre slip, il bidouille un peu dans son coin. L'homme qui va acheter des trucs sur Internet, il ne sait pas forcément ce qu'il achète. Donc c'est chacun qui s'autogère un peu, et c'est ça la difficulté, c'est que l'idéal, ce serait d'avoir un truc de référence, un dispositif de référence. Il faut un dispositif validé. Le président de la Société belge d'urologie le pense aussi. Il s'appelle Christophe Hassenmacher, chef de service aux cliniques de l'Europe depuis plus de 20 ans. Pour lui, ce qui manque encore, ce sont des études à grande échelle. Au sein des urologues belges, je ne pense pas que la technique pourrait être proposée en dehors d'études fiables. Quand vous dites la technique, c'est la remontée testiculaire. Voilà. L'augmentation de température, peu importe laquelle que ce soit, un caleçon chauffant, un anneau remontant les testicules. Le principe, c'est simplement d'augmenter la température des testicules de 2 à 3 degrés, de façon à bloquer la spermatogenèse. Alors, dans ce contexte, que proposent les professionnels de la santé aux hommes qui veulent maîtriser leur fertilité ? Nous avons appelé plusieurs médecins, très souvent la même réponse. Écoutez, moi, la contraception masculine, c'est pas compliqué, c'est la vasectomie, il n'y a pas d'autre. Pour l'homme, c'est la vasectomie. Et c'est tout ? Oui. À part la vasectomie ou des choses comme ça Il n'y a pas de méthode réversible que je pourrais utiliser. Okay. Non. La vasectomie, c'est une opération sous anesthésie locale. Au niveau de l'entrejambe, on bloque les canaux déférents, les 2 routes qui permettent aux spermatozoïdes de quitter les testicules. Stéphane Ochenzan, 39 ans, a choisi la vasectomie. Grâce à cette opération, ce père de 2 enfants est devenu stérile. Pendant des années, c'est Maude, son épouse, qui a assumé la contraception. Mais les pilules, les stérilaient, un jour elle ne les a plus supportées. Pour elle, c'était une charge et elle voulait passer le relais. L'idée, elle vient un peu de moi, je pense, non ? C'est vrai. Donc, j'avoue. Donc c'est pas lui qui vit avec cette idée-là. Mais quand il me dit qu'il est d'accord, moi ça me soulage. Je me suis dit, je dois plus penser à tout ça, ça fait une charge en moins. C'est un acte d'amour, de partage dont on a discuté et je voulais vraiment contribuer à cela pour la soulager. Avant l'opération, ce couple avait une crainte, une éventuelle perte de virilité. Une des choses qui était importante, c'était de pouvoir garder une vie sexuelle, de pas qu'il n'y ait pas d'accident, de ne plus pouvoir avoir d'érection, quoi. Donc voilà, mais ça a été vite revenu en n'ayant pas du tout peur de ça. C'est clair que ça, c'était ma plus grande hantise. Et sans vouloir trop entrer dans notre vie privée, je pense qu'on n'a pas trop de conséquences par rapport à ça. Donc c'est important. C'était quelque chose de très important pour moi. Mais au-delà, cette décision va influencer le reste de la vie de ce père de famille. L'urologue de Stéphane a insisté, il n'y aura pas de retour en arrière. Il a été relativement clair là-dessus, en disant oui, c'est irréversible, et au-delà de ça, surtout, il faut en être convaincu. Il faut être convaincu que vous voulez passer cette étape-là dans votre esprit. Psychologiquement, c'est important d'être prêt, d'être convaincu que vous ne voulez plus d'enfants. Si une méthode de contraception masculine réversible avait été disponible, ce couple l'aurait envisagé. On aurait pu en discuter, on y aurait réfléchi si d'autres moyens existaient, mais force est de constater que ça n'a jamais été mis sur la table et jamais discuté. Donc il n'existe rien sur le marché à l'heure actuelle. Oui, il n'y avait pas vraiment d'autres solutions, mais en même temps, ça correspondait à notre choix puisqu'on ne souhaite plus avoir d'enfants. Donc voilà, mais c'est clair que pour les couples qui souhaitent encore en avoir et où ils voudraient partager un petit peu ça, c'est compliqué, oui. En Belgique, en 2019, près de 12 000 hommes ont choisi la vasectomie. Une augmentation de 55% en 10 ans.
Ces chiffres, ils n'étonnent pas ces étudiants. Tous autour de la table sont en 5e et avant-dernière année de médecine. Nous nous sommes invités à une séance de révision pour interroger leur formation. Ils seront bientôt médecins et quand un homme sera en demande d'une méthode de contraception, voici ce qu'ils pourront lui répondre. On sera capable de lui dire qu'il existe deux choses, le préservatif et la vasectomie. Globalement, vous avez combien d'heures de cours sur la contraception féminine et combien d'heures de cours sur la contraception masculine? Alors, contraception masculine, moi je peux répondre, c'est pas des heures de cours qu'on a, c'est entre 5 et 10 minutes, en étant généreux. Maximum. Ouais. Et contraception féminine, il y a 2 heures de cours sur la contraception féminine elle-même. Après, on parle encore un peu des traitements hormonaux pendant le cours sur la ménopause. Après, c'est quelque chose qui revient souvent à l'examen. Il y a des séminaires là-dessus. C'est quelque chose qu'on discute en consultation. Du coup, au final, ça fait au final 4 heures. Au moins 5 heures, si pas plus, quoi. Résultat, ces futurs professionnels de la santé se sentent parfois obligés de chercher l'information sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense dans tous les cas, on peut congeler son sperme avant. Non mais franchement, c'est fou parce que il vulgarise, et j'ai l'impression qu'il connaît peut-être même mieux que nous alors qu'on est en médecine, quoi. Grave. C'est fou, franchement. Je crois qu'il faudrait qu'au niveau de l'enseignement, on nous parle plus de ces sujets-là, de contraception masculine et tout ça, pour qu'après, il y ait des gens qui puissent s'y intéresser, parce que si on nous en parle même pas, comment est-ce qu'on peut s'y intéresser? Ces étudiants suivent leur cursus ici, à la faculté de médecine de l'ULB. Thierry Rumger a accepté de nous recevoir. Professeur d'urologie, chef du service à l'hôpital Erasme. Il est franc, dans les auditoires, la contraception masculine n'est pas en première ligne. Autant la contraception féminine est largement enseignée et à la faculté de médecine et pour nos futurs spécialistes en gynécologie ou dans des certificats de spécialisation par la suite, clairement, la contraception masculine est un parent pauvre de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, jusqu'à présent, il n'y avait pas grand-chose d'autre à proposer que la vasectomie. Pourtant, il le remarque aussi, les demandes de contraception masculine sont de plus en plus nombreuses. Et face aux interrogations des étudiants, il prend un engagement. Ce n'est pas encore dans le syllabus, mais j'ai bien pris note qu'il faudrait peut-être faire quelques petites modifications dans le syllabus. Pour laisser la porte ouverte, justement, pour peut-être inciter la curiosité, l'idée étant d'ouvrir la porte à une discussion avec nos étudiants, pour justement leur apporter le caractère objectif et rationnel de tout ce que l'on peut lire actuellement et entendre, voire essayer, en termes de contraception masculine, qui malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ne permettent pas d'avoir 100% de fiabilité. Or là, on ne peut pas se permettre le droit à l'erreur. Notre enquête a montré que depuis plus de 40 ans, le développement concret de la contraception masculine est globalement bloqué, à tel point que des voies parallèles ont vu le jour pour pallier le manque de solutions disponibles aujourd'hui. Car oui, depuis 40 ans, la société, elle, a évolué. La contraception, de plus en plus d'hommes se sentent concernés. La charge contraceptive, de plus en plus de couples souhaiteraient la partager. Alors le moment est peut-être venu d'enfin les écouter.